XXe siècle. Le roman redécouvert de Jules Verne. L'histoire de Paris au XXe siècle est à elle seule une aventure extraordinaire dont le dénouement ne s'accomplira que dans les années 1990. Aux yeux du grand public, le titre de cet ouvrage n'apparaît pour la première fois que le 2 mai 1905 dans une liste de romans inédits publiés par Michel Verne à la mort de son père. Dans cette liste figurent quelques romans destinés au cycle des voyages extraordinaires, plusieurs textes de jeunesse et un titre inconnu, Paris au XXe siècle. Plus personne ne n'en entendra ensuite parler jusqu'à la découverte, en 1986, du brouillon d'une lettre de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel et dans laquelle il exprime à Jules Verne son refus de publier Paris au XXe siècle. Un courrier probablement écrit à la fin de l'année 1863, c'est-à-dire l'année même de la publication de 5 semaines en ballon. Mon cher Verne, je donnerais je ne sais quoi pour n'avoir pas à vous écrire aujourd'hui. Vous avez entrepris une tâche impossible et pas plus que vos devanciers dans des choses analogues, vous n'êtes parvenus à la mener à bien. Les mots de l'éditeur sont durs et sans concession, considérant ce livre raté. Jules Verne, alors âgé de 35 ans, auréolé de son premier succès littéraire avec 5 semaines en ballon, s'incline. Ce n'est qu'à la toute fin des années 1980 que l'arrière-petit-fils de Jules Verne retrouve dans un coffre-fort ayant appartenu à Michel Verne, que l'on croyait vide et dont on avait perdu la clé, ce manuscrit devenu mythique pour les amateurs de l'œuvre de Jules Verne. Édité en 1994 aux éditions Hachette avec les magnifiques illustrations de François Schuiten, Paris au XXe siècle est un succès international. Cette aventure commence le 13 août 1960. Une partie de la population parisienne se portait aux nombreuses gares du chemin de fer métropolitain et se dirigeait par les embranchements vers l'ancien emplacement du Champ de Mars. C'était le jour de la distribution des prix à la Société Générale de Crédit Instructionnel, vaste établissement d'éducation publique dans lequel était centralisée l'éducation de la France entière. 157 342 élèves y suivaient les cours par des moyens mécaniques. Mais désormais, l'étude des belles lettres, des langues anciennes, de l'art, était pratiquement abandonnée et seules les sciences, les cours d'industrie ou de finance avaient droit à un statut privilégié. Le héros de cette histoire se nomme Michel Dufresnoy. Et c'est un jeune étudiant du Crédit Instructionnel qui se voit attribuer le premier prix de vers latin, sous l'hilarité générale et les ricanements des élèves. Prix de vers latin! Il était seul à composer! Michel, bravant les rires, s'avança jusqu'à l'estrade pour prendre, ou pour mieux dire, arracher son prix. C'était la fin des études pour ce jeune garçon orphelin, vivant chez son tuteur, son oncle, Monsieur Boutardin, un banquier, un pur produit de ce siècle d'industrie, un homme pratique avant tout qui ne faisait rien que d'utile, tournant ses moindres idées vers l'utile, avec un désir immodéré d'être utile, qui dérivait en un égoïsme véritablement idéal, joignant l'utile au désagréable. « Monsieur !» dit Monsieur Boutardin à Michel, lors d'une réunion de famille, « vous nagez dans les sables de l'idéal. Et jusqu'ici, le résultat le plus clair de vos efforts a été ce prix de vers latin que vous avez honteusement remporté. Vous êtes sans fortune, ce qui est une maladresse. Un peu plus, vous étiez sans parents. Or, je ne veux pas de poète dans ma famille, entendez-vous bien? Pas de talent, des capacités. Comme je n'ai remarqué en vous aucune aptitude spéciale, j'ai décidé que vous entreriez dans la maison de banque Casmodage et compagnie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel n'a pas sa place dans cette société où seule l'industrie et la finance comptent.
Quel curieux spectacle que ce Paris des années 1960. La ville est sillonnée de chemins de fer métropolitains qui se succèdent toutes les 10 minutes, capables d'emporter 1000 voyageurs dans leurs voitures rapides grâce à une propulsion par air comprimé et l'utilisation de la force électromagnétique. Le soir, 100 000 lanternes électriques s'allumaient d'un seul coup. D'innombrables voitures, mues par un moteur fonctionnant à l'hydrogène, roulaient sur les boulevards. Ces trains éclatants semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité, ces boulevards illuminés avec un éclat comparable à celui du soleil. Ces diverses améliorations convenaient bien à ce siècle fiévreux où la multiplicité des affaires ne laissait aucun repos et ne permettait aucun retard. Et l'auteur précise que les hommes de 1960 n'en étaient plus à l'admiration de ces merveilles. Ils en profitaient tranquillement, sans être plus heureux, car à leur allure pressée, à leur démarche hâtive, à leur fougue américaine, on sentait que le démon de la fortune les poussait en avant sans relâche ni merci. Le lendemain, Michel arrive sur son nouveau lieu de travail, la banque Casmodage et compagnie. Le jeune homme fut introduit dans un vaste parallélogramme garni d'appareils d'une singulière structure. Cela ressemblait à des pianos formidables. C'étaient des machines à calculer et Michel est assigné à l'une d'entre elles, la numéro 4. En pressant les touches du clavier, on obtenait instantanément des résultats de calcul. Mais Michel n'avait décidément pas le feu sacré pour ce travail. Il eut beau faire, 1 mois après son installation, il commettait plus d'erreurs qu'au premier jour. Et cependant, il faillit en devenir fou. Finalement, la direction de la banque l'envoie dans un autre service, celui du Grand Livre, sous les ordres de M. Quinsonnas. Michel arriva dans une salle immense, surmontée d'un dôme en verre dépoli. Au milieu, chef-d'œuvre de mécanique, se dressait le grand livre de la maison de banque. Un mécanisme intelligent permettait de le diriger comme un télescope vers tous les points de l'horizon. Un système de passerelles s'abaissait ou s'élevait suivant les besoins de l'écrivain. Sur ce livre étaient inscrites les opérations journalières de la banque dans différentes couleurs éclatantes. Le responsable des écritures sur le grand livre, Monsieur Quinsonnas, donnait une apparence de sérieux d'une épouvantable gravité. Mais Michel constatera bien rapidement qu'une jovialité contenue et un air spirituel de tous les diables pouvaient y apparaître. « Drôle de garçon !» se disait intérieurement Quinsonnas en regardant Michel. « Il a pourtant l'air supérieur à son métier. » « Ce Quinsonnas doit cacher son jeu, se disait Michel. À quoi pense-t-il ? Eh bien oui, s'écria un jour Quinsonnas. Au diable la réserve. Je suis musicien. Un artiste ? Répliqua Michel. Oui, mais pas si haut. Je me ferai remercier, dit Quinsonnas en comprimant la surprise du jeune homme. Une véritable amitié. Une complicité va lier désormais les deux employés au Grand Livre. Ils sont du même monde, celui de l'art. Quinsonnas invite Michel chez lui et lui fait découvrir d'autres amis des arts, auxquels la société refuse l'emploi de leurs aptitudes, une de ces bouches inutiles que l'on cadenasse pour ne pas les nourrir, comme dit Quinsonnas. Michel aura également l'occasion de parfaire sa culture littéraire chez un vieil oncle désargenté, l'oncle Huguenin, où une bibliothèque extraordinaire tapissait tous les murs de l'appartement. Mais régulièrement, le vieil oncle suppliait Michel de ne surtout pas vouloir devenir écrivain. « Rappelle-toi ce que tu es, où tu dois arriver, où nous vivons tous les deux. » C'est chez ce vieil oncle que Michel fera la connaissance d'une ravissante jeune fille, Mademoiselle Lucie, dont il tombera éperdument amoureux. La découverte de ce sentiment amène une discussion enflammée avec Quinsonnas alors qu'il travaille sur le Grand Livre, provoquant une maladresse qui macule d'encre multicolore le Grand Livre.
Cet ouvrage merveilleux, où s'inscrivaient les vastes opérations de la maison de banque, était taché. Michel perdit son travail. Mais poussé par la formidable énergie de l'amour, il réussit à se faire embaucher au grand entrepôt dramatique. Là, dans cet établissement d'utilité publique, tout un personnel de fonctionnaires de l'État fournissait des pièces de théâtre, des comédies, des opéras pour les théâtres de toute la France. « Monsieur, dit modestement Michel au directeur du grand entrepôt dramatique, j'ai quelques idées neuves. »« Inutile, monsieur. Nous n'avons que faire de nouveautés. Toute personnalité doit disparaître ici. Vous aurez à vous fondre dans un vaste ensemble qui produit des œuvres moyennes. Ici, le travail d'écriture est divisé, organisé. Ainsi, il existait un bureau central des traits d'esprit, de réparties piquantes. On y avait travaillé à l'épluchement du dictionnaire pour en relever toutes les phrases, gallicismes et mots qui, détournés de leur sens usuel, pouvaient produire un actif de 75 000 calembours. Après plusieurs essais dans ces différentes sections de cet étonnant établissement, Michel n'arrivait pas à trouver sa place. Il n'avait qu'une chose à faire, s'en aller, ce qu'il fit. Quel fut donc le profond découragement, le désespoir du jeune homme. Il eut un moment terrible, où l'existence lui apparut sous son véritable aspect, avec ses fatigues, ses déceptions, son ironie. Il se sentit plus pauvre, plus inutile, plus déclassé que jamais. Comment se termine cette aventure? Je puis juste vous révéler que Michel tombera dans la misère et ses funestes conséquences, offrant décidément une image bien terrifiante de ce Paris au XXe siècle. Il n'est pas question de débattre ici sur la pertinence des remarques de l'éditeur Hetzel dans son refus de 1863. Mais une chose est certaine. Pour comprendre l'imaginaire de Jules Verne, ce roman offre déjà deux clés essentielles. On y découvre ainsi son pessimisme face à l'emprise de l'argent tout autant que devant les dangers d'un progrès déshumanisé alors même. Il commence tout juste à entreprendre ce qui deviendra le cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus.